Pour commencer ce matin, d'ailleurs avec l'appui de notre assistante, nous avons réalisé quelque chose simplement pour essayer. Alors vous allez me dire, il n'y a rien d'exceptionnel et ce ne sera rien d'exceptionnel par rapport à ce que vous allez voir ce matin, mais il n'empêche que, à l'ESSEC, à Cergy, nous avons été dotés d'une imprimante 3D. Donc on s'est amusé à s'en servir, à faire nous-mêmes un petit Lego, ce qui amuse beaucoup nos enfants, de cette façon-là. Non, mais finalement, à quoi ça peut bien servir un petit Lego comme celui-là? Alors, on l'a fait, il est suffisamment utilisable, suffisamment joli pour pouvoir à la fois emboîter d'autres Legos, des vrais Legos. Et cette question-là est pleinement dans notre sujet du jour. Pleinement dans notre objet du jour, parce que lorsque l'on regarde ce que fait Playmobil, ce que fait Lego autour de ces questions de business model, on va avoir une réaction qui est assez particulière. Là, tout d'abord, comment est-ce qu'on produit ça, un Lego tel que je viens de vous montrer? C'est simple. Gratuitement, vous allez sur The Brick Factory, thebrickfactory.com, et vous téléchargez le plan que vous envoyez à l'imprimante 3D qui coûte quelques centaines d'euros, et vous avez directement votre objet. Ce qui veut dire qu'on est proche de la fin d'entreprises comme Lego. On est proche d'entreprises de la fin comme Playmobil s'ils ne considèrent pas le changement qui est en train de se passer dans leur business model de la part des clients. D'ailleurs, lorsqu'on leur pose la question, Playmobil ou Lego, la production de figurines ou d'accessoires Playmobil à l'aide de l'impression 3D constituerait, sauf exception, à une atteinte de nos droits. Ça va véritablement à l'encontre de ce que l'on peut entendre comme innovation, comme transformation de business model. Notre priorité est de permettre aux clients de distinguer l'original de la copie. On peut les comprendre, évidemment. Dans le même temps, on peut être étonné de la réaction qui est, puisqu'il y a du droit, puisqu'il y a d'innovation que nous avons développée, eh bien, protégeons-nous. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez quelqu'un comme ce monsieur. Je ne vais pas le montrer en entier, mais qui montre, c'est un vrai geek. Je montre quelques instants. See, I'm pretty bored. So we're going to print some Legos on the Ultimaker 3D printer because nothing cures boredom like putting little pieces of plastic together. Woohoo! All right, guys, let's print some Legos. So I went ahead and picked up a model from a guy named Wizard23. You can get more information on the model in the description. Vous avez Lego qui d'un côté dit attention, surtout ne touchez pas à ça, c'est mon droit. Et il y a des millions de vues qui expliquent comment on va imprimer Lego. Donc avoir une réaction défensive vis-à-vis d'un changement de comportement, on n'est pas encore à parler de business model, mais changement de comportement de la part du client, de la part du consommateur, c'est-à-dire de la part de l'environnement, est un peu suicidaire de la part de Lego. Et cette dimension-là va encore plus loin. Si on a des problèmes de droit, un Américain et son fils ont développé ce qu'ils appellent l'Universal Construction Kit. Ça va beaucoup plus loin que Lego. En fait, avec le kit, qui est téléchargeable aussi gratuitement, vous pouvez mettre ensemble à la fois Lego, Duplo, Kinex. Tout est assemblable les uns les autres. Et on va encore plus loin que Lego. Donc ce n'est même plus une question de droit, c'est on va faire mieux que vous. Alors ça ne veut pas dire que Lego ne se pose pas la question, évidemment. Et Lego aujourd'hui réfléchit à une imprimante 3D et réfléchit dès lors à changer son business model en disant qu'est-ce que je vends? Est-ce que finalement je vends un morceau de plastique? Est-ce que je vends une expérience? Est-ce que je vends une licence, Harry Potter, Star Wars, etc., tout un ensemble de marques qu'ils font? Quel est mon business? Qu'est-ce que les gens veulent? Cette grande phrase, évidemment, vient de Ted Levitt. Vous savez bien, les individus ne veulent pas une perceuse, ils veulent faire des trous. Cette grande phrase de Ted Levitt est le début de la compréhension du changement de paradigme entre ce que je dois vendre et ce que je dois faire vivre. Les clients ne veulent pas de lecteur MP3, ils veulent de la musique. Ils ne veulent pas de train, ils veulent une solution pour aller d'un endroit à un autre. Ils ne veulent pas d'ordinateur, ils veulent des solutions pour résoudre leurs problématiques. Les patients ne veulent pas de médicaments, ils veulent être soignés, ils veulent la santé. C'est cette phrase de Ted Levitt, alors c'est un académique, c'est quelqu'un qui réfléchit sur ce qui est en train de se faire, qui caractérise ces dimensions-là. Qu'est-ce que votre enfant veut quand il veut un Lego? Et comment il veut le faire? Comment il veut le construire? Toute cette dimension, vous le savez, a été
posée dès les années 80. Dans les années 80, c'est cette grande entreprise extrêmement innovante qui va développer une nouvelle façon de commercialiser son business. À ce moment-là, c'est évidemment Xerox. Vous savez Xerox qui est devenu rang Xerox, qui repassait maintenant Xerox, et c'est Xerox Global Services maintenant. C'est tout simplement une entreprise extrêmement innovante, très performante dans son domaine. Si ce n'est qu'un grand nombre de concurrents arrivent sur le marché, Minolta, Canon, HP, etc., c'est-à-dire qu'ils vont faire du copieur, et à l'évidence, ils viennent après les autres et n'ont pas besoin d'une R&D aussi développée que les autres, parce qu'essentiellement, il y a de la copie, puis de l'amélioration, bien sûr, mais c'est également de la copie. Quand vous avez moins dépensé en R&D, eh bien, vous le mettez dans le prix. Et dès lors, vous vendez moins cher. Ce que, évidemment, Xerox ne peut pas faire à ce moment-là, puisque lui, il a tous ses coûts à devoir amortir. Dans ce cas de figure, une guerre des prix s'enclenche. Une guerre des prix s'enclenche dont le premier Xerox, dont l'innovateur, va forcément être le perdant. C'est à ce moment-là, et donc c'est assez rare dans l'histoire des développements du management économique, qu'on arrive à voir, à dater quel basculement, à quel endroit c'est fait, par qui c'est fait, et c'est par Xerox. Xerox réinvente la relation client en disant « j'arrête drastiquement de vendre des photocopieurs et je vends de la photocopie. Je vends une solution parce que, à l'ESSEC, on n'a pas besoin de photocopieurs. Dans vos organisations, vos entreprises, nous n'avons pas besoin de photocopieurs. Nous avons besoin de photocopies. » Cette question-là était donc dans les années 80, début 80, 83 pour être précis. Et Xerox, aujourd'hui, continue à développer toute cette organisation-là, à développer une organisation autour de Xerox Global Services, et il gère l'ensemble de la relation client avec les documents qu'il prend, qu'il télécharge, qu'il remet en place, etc. Toute cette dimension-là, Xerox, quand il le met en place, est à la fois inspirée et également un peu suivie par GE. Pourquoi? Parce que GE, notamment dans le healthcare, c'est essentiellement un grand nombre de produits extrêmement coûteux, IRM, scanner, etc. Et ces produits-là, à l'endroit où le développement économique de la santé se fait de plus en plus important, les pays émergents, il y a également en même temps moins d'argent, moins d'investissement possible pour les organisations médicales. Et dès lors, GE va inventer un système qui, en plus de ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui va également inventer un système de banque interne, va développer un grand nombre de produits et de mises en œuvre où les différentes organisations vont recevoir l'appareil, l'IRM ici, et ne vont payer GE qu'à l'utilisation. GE met cette stratégie en place, Think Global, Act Local, avec la mise à disposition d'équipements d'imagerie, revenus générés sur un modèle de coût à l'utilisation. Il gère entièrement le portefeuille de services, de l'IT, les opérations de gestion, l'opération financière, et également, ce qui n'est pas négligeable, loin de là, j'y reviendrai rapidement, mais c'est innover sur le produit, avec l'appareil portatif, notamment pour réaliser des échographies en Inde. Pourquoi? Parce que dès lors que l'on parle service, on pourrait avoir la tentation de dire on se dégage du produit. Or, au contraire, c'est parce que vous vous focalisez sur le service que le produit devient encore plus important et la R&D devient encore plus importante. Simplement, ce n'est pas ce que l'on vend. Nous avons déjà, dans les matins, utilisé cette expression-là, qui est que les produits sont au service du service. Le Lego, le petit bout de plastique, il est au service de quoi? De quelle expérience? De quelle relation? Chez GE, c'est la même chose. Dans quelle mesure le scanner ou l'IRM est au service de réaliser une solution échographique ou IRM, etc. Même chose, évidemment, pour la photocopie. Ces deux exemples-là sont évidemment dans un début, dans les prémices des changements, des modifications paradigmatiques de business model, on peut utiliser le mot ici, et ça ne va pas être les seuls. SAP s'est arrêté même pas d'ailleurs, n'a pas vendu de logiciels, mais directement des solutions ERP. Un autre intervenant très intéressant sur les différents marchés, c'est Messier Bugatti Dotti, peu connu sans ce business model, et pourtant qui avait réussi à innover avec des freins carbone. Si ce n'est que l'ensemble des avionneurs n'utilisaient pas de freins carbone. La façon pour eux d'entrer sur le marché a été d'arrêter de vendre les freins
comme ça se fait habituellement, mais en disant, vous prenez les freins et vous paierez à l'utilisation. Également autour des années 85 par Messier Bugatti Dotti, qui maintenant appartient à Safran. Nous en parlerons évidemment en détail, donc je ne le ferai pas ici, mais IBM, qui a évidemment vécu cette transformation-là. Michelin, très célèbre ces dernières années, vous savez, avec Michelin Fleet Solutions, qui dit, mais finalement, lorsque je suis un transporteur, une organisation de transport avec des camions, moi, le pneu, c'est mon dernier souci. Ce qui m'intéresse, c'est comment je transporte d'un endroit à un autre. Et dès lors, Michelin dit, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en charge la gestion de la flotte des pneus. Et je vais regarder le pneu, l'usure du pneu, l'organisation du pneu, le changer quand il faut, le recycler, le rechaper au bon moment. Et cette dimension-là de Michelin crée une nouvelle relation avec son concurrent. Évidemment, Lego, ou alors évidemment BMW, mais je n'en parlerai pas non plus, avec cette phrase en disant célèbre qui va dire est-ce qu'on doit encore vendre des voitures ou est-ce qu'on doit vendre autre chose, mais je n'avancerai pas sur ce terrain puisque ce sera le premier intervenant. Enfin, nous pouvons regarder ceux qui sont encore en cours. On parle de Lego, bien sûr, ou Nike, dans lequel mesure ceux-là sont effectivement sur des questions de service, d'organisation, de pensée de service, d'expérience, évidemment avec une chaussure, avec un équipement sportif, etc. Dernier exemple peut-être que l'on peut voir rapidement. iPod, 1,000 songs in your pocket. Alors, vous n'avez probablement jamais vu cette publicité-là, puisqu'elle est diffusée aux États-Unis que quelques jours. Steve Jobs la voit, il avait évidemment validé le concept, mais il la voit en disant mais c'est pas ça qu'on veut faire. C'est pas du tout, ça n'a jamais été ça. Quand il arrive sur scène, il dit, en 2001, il dit prenez pas tellement en considération cet iPod. C'est juste un accessoire. It's just a device. Ce qui est important, c'est iTunes. Or, la traduction commerciale, la traduction publicitaire, c'est 1000 songs in your pocket. Autrement dit, c'est du produit. Donc le prochain va arriver en disant moi, c'est pas 1000 songs, mais c'est 2000. Ça va pas être $500, mais ça va être $400. Bref, c'est une focalisation produit. Elle dit mais c'est pas du tout ce que l'on vend. Le produit doit être au service du service et toute la génération du business model d'Apple dans le futur doit être évidemment sur le service. Et la publicité qu'on connaît, c'est celle-ci. Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Steve Jobs réalise la prophétie de Ted Levitt en disant les individus ne veulent pas de lecteur MP3, ils veulent de la musique, ils veulent de l'expérience. Et dès lors qu'ils vont vouloir, je dois leur procurer d'une certaine manière, qui d'ailleurs peut être un jour un téléphone avec l'iPhone, qui peut être un jour sur une feuille de papier amovible ou interactive qui va être l'iPad. Autrement dit, pensez que le business model sera quoi? Le business model sera évidemment de la vente de produits, mais aujourd'hui, Apple Store, c'est 5 milliards. C'est 5 milliards de dollars, l'Apple Store. Et lorsque l'on voit baisser, vous savez que l'Apple Store ou l'ensemble des applications, même iTunes, le chiffre d'affaires d'iTunes est supérieur à la vente d'iPod. Tout simplement parce que le contenu est pour eux plus important dans le business model
et révolutionne, il transforme le business model, Steve Jobs, il transforme le business model des lecteurs MP3, pas que Apple, mais des lecteurs MP3, à travers la pensée du service. Pour résumer ce qu'on est en train de se dire comme introduction générale et de discuter autour de cas réels aujourd'hui, même s'ils ne sont pas moins réels, Apple et les autres, il faut bien considérer que les déterminants de la transformation des business models, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour le photocopieur, les produits sont similaires, les produits sont identiques. Comment, on l'aura par BMW, mais comment je différencie telle marque de telle marque aujourd'hui sur un segment haut de gamme, etc. Comment je vais le penser? C'est pareil pour un appareil IRM, c'est pareil pour un appareil photocopieur, c'est pareil pour l'ensemble de ces questions-là. Lorsqu'on a les mêmes produits, l'intensité concurrentielle s'élevant, nous avons nécessairement une guerre des prix qui est inévitable. La guerre des prix inévitable pour les organisations extrêmement innovantes, ça ne joue pas en leur faveur. Ça ne joue pas en leur faveur parce que forcément, on se retrouve dans une situation où tous les investissements qu'ils ont faits ou toute l'organisation qu'ils ont est extrêmement coûteuse pour eux. Dès lors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? 1. On change notre stratégie avec diversification, on va faire autre chose que ce que l'on fait habituellement. On va fusionner avec ceux qui arrivent, on va les racheter parce qu'ils sont encore plus petits. On va essayer de trouver d'autres stratégies. Et l'autre voie, c'est la voie de la transformation du business model. C'est-à-dire qu'on va changer notre façon d'être. C'est quoi, changer notre façon d'être? C'est un certain nombre de déterminants, j'allais dire quasi obligatoires, ou en tout cas à prendre en compte. 1. Capitalisation sur la marque. C'est parce que la marque est extrêmement forte que je vais croire en elle dans les services. Si demain vous avez l'entreprise X qui fait un équivalent Lego mais vous ne la connaissez pas, elle n'aura évidemment pas le même poids que celle de Lego. Et Lego peut capitaliser dessus. Les nouveaux enjeux financiers, CAPEX, OPEX, ça c'est un enjeu de transformation du business model en disant mais comment aujourd'hui mon cash me permet de basculer du modèle de l'un à l'autre, même s'il faut garder en tête que si on en arrive là, c'est parce que nous n'avons pas le choix. On a un enjeu de ressources humaines parce que je vais changer, je vais transformer non pas simplement mon business, mais mes individus. Mes enjeux de R&D, je dois, pour éviter ma différenciation, toujours capitaliser de façon importante sur ma R&D et mon innovation. Les enjeux d'organisation du management des services, on parle évidemment de son organisation et de sa redéfinition à travers la relation client, la qualité de service, etc. Bref, ce sont ces ensembles-là, ces déterminants-là, qui aujourd'hui, depuis les années 80, mais clairement depuis les années 2000, rediscutent, rechangent notre façon de penser la transformation des organisations.